Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai automobile 100% électrique. Rappelez-vous, il y a quelques mois, nous avions découvert ensemble sur la chaîne la Mercedes EQE berline. Aujourd'hui, on accueille sa version XXL, la Mercedes EQE SUV. Vous le voyez, c'est d'ailleurs le 5e SUV de la gamme 100% électrique de Mercedes et aussi l'homologue 100% électrique du GLE qui existe dans différentes motorisations. On a pu rouler avec pendant toute la journée et d'ailleurs ça explique quelques crasses sur le véhicule. En même temps, on n'a pas lésiné sur les conditions météorologiques. L'idée étant de comprendre quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients et puis ce qu'on peut retrouver par rapport à sa version berline. Ça se passe sur la chaîne de BIV, expert en véhicules électriques et solutions de recharge. Niveau dimension, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne retrouve pas celle de la berline puisque cette EQE SUV se positionne entre l'EQC et puis l'EQS SUV. On retrouve donc 4,86 m de long pour 1,94 m de large et 1,68 m de haut. Niveau motorisation, vous en retrouverez 4, l'EQE SUV 300, 350+, 350 4matic avec 4 roues motrices, celui qu'on accueille aujourd'hui, et puis la 500 4matic, tandis que niveau puissance, ça partira de 245 chevaux jusqu'à 408 chevaux. Et puis comme pour sa version berline, eh bien cette EQE SUV, après un passage à Falterbach, c'est-à-dire l'usine où sont produites toutes les AMG, eh bien on pourra retrouver aussi une version 43 4matic ou encore 53 4matic plus qui vont de 476 chevaux jusqu'à 625 chevaux de puissance. Et puis niveau électrique, on retrouvera deux batteries disponibles sur l'EQE SUV, à commencer par une batterie de 90 kWh qui est embarquée uniquement sur les motorisations 300 et puis 350 4matic, c'est-à-dire la nôtre. Et puis il existera aussi une batterie 96 kWh brut qui sera disponible sur la 350 plus et puis aussi la 500 4matic. Motorisation, batterie, mais il y a aussi deux finitions différentes. Vous retrouverez en entrée de gamme la Electric Art et puis ensuite la AMG Line, celle qu'on accueille aujourd'hui. Niveau tarification, l'EQE SUV entrée de gamme démarre à partir de 84 900 €. En ce qui concerne la nôtre, la 350 4matic, eh bien nous avons un véhicule qui démarre à 101 000 € et qui dispose ici de plus de 19 000 € d'options pour atteindre 121 000 € au total. En parlant tarification, n'oubliez pas que faire l'acquisition d'un véhicule électrique, c'est certes identifier le bon véhicule, mais aussi y associer le bon financement. C'est pourquoi je vous invite à vous rendre sur notre site internet biv.co, puisque BIV c'est l'interlocuteur unique qui vous facilite la transition vers l'électrique, que vous soyez un professionnel ou un particulier. On trouve le véhicule adapté à votre besoin, la solution de financement idéale et enfin on installe sur votre lieu de travail ou à domicile une solution de recharge par nos installateurs certifiés IRVE. Abordons le design de notre EQE SUV qui forcément reprend les codes de la berline et puis un petit peu, il faut l'admettre, ceux de l'EQS SUV également. Ça se voit d'abord avec les feux Digital Light dont les feux de route sont automatiques, cette calandre étoilée Mercedes qui se nomme la Black Panel. On aura aussi des montants chromés ici avec de vraies entrées d'air sur les côtés. On retrouvera des jantes 21 pouces multibranches en alliage. Notez d'ailleurs qu'on peut les avoir de 19 jusqu'à 22 pouces en option. Une demi-douzaine de caméras tout autour du véhicule, cette énorme marchepied, nos classiques poignées affleurantes puisqu'on est sur de l'électrique et enfin, en option, le vitrage surteinté à l'arrière. À l'arrière, on retrouve les mêmes codes que sa version berline. On a nos feux Mercedes qui sont rejoints par un gros bandeau lumineux, la nomenclature spécifique EQ et puis vous le voyez ici, c'est uniquement en AMG Line, on a notre bas de caisse qui est chromé. Enfin, pour les plus sportifs d'entre vous, on aura ce petit béquet avec les empiècements latéraux et le troisième feu stop intégré juste là. Mais il y a quelque chose que je veux surtout vous montrer puisque vous noterez qu'il n'y a pas de frunk à l'avant de notre EQE SUV, c'est le coffre, donc l'espace de rangement principal. Ici, j'ai mon haillon électrique qui est de série. En option, on a même la boule d'attelage qui apparaît juste à côté de moi. Et là, j'ai accès à 520 litres de volume utile dans mon coffre. Notez que les banquettes sont rabattables séparément, siège par siège, ce qui permet d'aller dépasser les 1600 litres de volume utile une fois qu'on a les sièges rabattus. Alors vous le voyez, j'ai une grosse surface de chargement. J'ai des côtés qui sont un petit peu étroits, il faut l'admettre, mais là, j'ai un petit filet utile et on retrouvera même ici une prise disponible. En ce qui concerne le double fond, eh bien, on va l'ouvrir. Vous le voyez ici, il est fractionnable. J'ai quand même pas mal d'espace. Ici, j'ai deux pochettes pour mes câbles de recharge. L'un, le type de mode 2 et puis l'autre pour le câble domestique, ce qui rend ça bien pratique. Donc, on a quand même de l'espace. Au niveau de la recharge, notre EQE accepte deux courants différents. En courant alternatif, il accepte le 11 kW maximum, ce qui lui permet de récupérer des 10 à 80% en environ 8 heures.
En option, vous aurez même la possibilité de la recharger en 22 kW et à ce moment-là, vous divisez le temps par 2, ce qui donne 4 heures. Et puis on retrouvera aussi du courant continu, DC, ce que vous retrouvez au bord de l'autoroute sur les bornes de recharge rapide, par exemple. Et à ce moment-là, la puissance maximum acceptée par cet IQE est de 170 kW, ce qui lui permet de récupérer des 10 à 80% en 30 minutes. On vous a présenté le véhicule de façon générale et vous avez vu à quoi il ressemble à l'extérieur. Alors rentrons ensemble dans ce IQE SUV pour voir ce qu'il nous réserve. À l'avant, on retrouve les mêmes codes que sur sa version berline. Mais ce qui est plus gros, eh bien, c'est l'espace, beaucoup plus volumineux. J'ai réglé mes sièges réglables électriquement via ma portière à ma hauteur, puisque moi je mesure 1,80 m. Et vous le voyez, j'ai pas mal d'espace qui sépare le haut de mon crâne du haut de l'habitacle. En plus, on a le toit panoramique qui est très sympa, mais on le verra plutôt à l'arrière. Au niveau de la visibilité, j'ai des gros rétroviseurs. Il est vrai, j'ai des montants quand même à l'avant qui sont assez large, mais j'ai pas trouvé ça très dérangeant lorsqu'on était en conduite plus tôt dans la matinée. Je distingue avec un petit peu de difficulté, il est vrai, le nez du véhicule, mais pourtant j'ai pas trouvé ça dérangeant non plus, puisqu'on a beaucoup d'aide à la conduite. Au niveau des matériaux, eh bien, je retrouve mon cuir sur ma sellerie qui est très confortable et surtout qui est réglable sur de multiples niveaux. Donc ça, c'est vraiment sympathique. D'ailleurs, même mes appuis-têtes sont réglables en profondeur. J'ai un mix de matériaux, notamment de l'Alcantara, ici avec quelques surpiqûres. Ce superbe éclairage d'ambiance continue entre mes portières et puis mon tableau de bord. Ici, l'écran principal, on va le regarder un petit peu plus tard. En ce qui concerne mon volant 3 double branches, eh bien, notez qu'on a le volant avec la finition AMG Line. À gauche, vous avez ce qui est relatif à la personnalisation sur mon écran pilote et puis sur mon affichage tête haute. En dessous, vous avez ce qui est relatif aux aides à la conduite et à droite, tout ce qui concerne le multimédia. D'ailleurs, on retrouvera derrière le volant à gauche et à droite des palettes qui permettent de gérer le freinage régénératif qui va de aucun freinage jusqu'au freinage régénératif intelligent. Vous le verrez, ça m'a beaucoup plu. Au niveau du rangement, tout simplement, eh bien, si je regarde ici dans un premier temps, j'ai mon plus gros espace. On retrouvera 2 ports USB-C. Celui-ci est assez profond. Ensuite, ici, avec ce plastique laqué noir, on a un espace pour la clé, 2 ranges gobelets et puis surtout un chargeur à induction au fond où on peut mettre son smartphone. On retrouvera 2 ports USB-C également. Et c'est même pas tout puisqu'il y en a un 5e et un 6e. En dessous, vous le voyez ici, au niveau de cet espace, puisque la console est à 2 niveaux. Enfin, ici, classique, la boîte à gants à droite. Et enfin, au-dessus, mes commandes pour gérer mon toit panoramique ouvrant. Ici, je referme le cache, et puis si j'appuie dessus, ça me permet d'ouvrir mon toit panneau. Au niveau des contreportes, on retrouvera les mêmes matériaux avec la suite de mes éclairages d'ambiance, mon Alcantara, quelques surpiqûres, un petit peu de plastique laqué noir et enfin mes sièges à mémoire de forme qui sont réglables directement sur les contreportes. Ici mes commandes pour les fenêtres, toujours accompagnées par le système son Burmeister. Et puis regardez, j'ai aussi un petit espace assez large dans ma contreporte pour ajouter un petit peu de rangement. Et rappelez-vous, quelque chose m'avait beaucoup plu sur la version berline, c'était la personnalisation de cette Mercedes. Alors pour personnaliser au mieux, ça se passe sur l'écran principal. On regarde ça de plus près. Je vous parlais de personnalisation et il y a justement quelque chose qui me plaisait aussi sur sa version berline, c'est la possibilité de charger différents profils d'invités pour retrouver tous les réglages préconfigurés en amont. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut même ajouter avec l'empreinte digitale ici pour charger son profil. Là par exemple, il n'y aura pas la mienne puisqu'on ne l'a pas préconfiguré. J'ai différents boutons. Ici, vous l'avez vu pendant la conduite, c'est pour mettre les différents modes de conduite, éco, confort, sport. Vous avez l'accès à toutes vos caméras, vous avez même une vue sur la boule d'attelage. Donc vous avez vraiment une vision 360 degrés en bird view si nécessaire. Ce bouton-là, je le trouvais intéressant, je vous l'ai montré lorsqu'on a récupéré le véhicule, puisque il vous donne les stats sur votre véhicule, sur votre itinéraire, et puis surtout quelques conseils pour maximiser et optimiser l'autonomie si nécessaire. Donc ça déjà, c'est sympa. Vous retrouvez ici quelques infos aussi sur les parkings, les restaurants et puis le planificateur de recharge. Le planificateur, je vous le remontre cette fois-ci en statique. Ici, vous pouvez vous déplacer. Par exemple, je mets Paris et comme l'excellent planificateur d'itinéraire qu'il est, eh bien, il va vous indiquer la distance, le temps de trajet et puis surtout à combien vous risquez d'arriver de niveau d'autonomie une fois que vous serez à destination. Ce sera pareil pour les bornes de recharge. Quand vous chargez votre profil Mercedes Me, vous avez même la possibilité d'avoir certaines tarifications liées à votre recharge, avec la petite icône ici, pour voir les stations de recharge les plus proches, que ce soit en courant alternatif ou même en courant continu selon vos réglages. Et puis vous avez une autre possibilité qu'on avait découvert cette fois-ci sur la version berline, c'est ce zéro layer qui vous permet aussi, encore une fois, de personnaliser cet écran principal.
Et puis dernier détail, j'allais l'oublier, mais il a toute son importance, c'est ce petit raccourci ici avec l'icône voiture qui permet de retrouver l'accès direct à quelques assistances à la conduite que vous pouvez activer ou alors désactiver. Et je vous donne un autre exemple que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est l'avertisseur de limitation de vitesse, qu'il soit sonore ou au contraire désactivé. Alors ça, c'est bien pratique. Enfin, dernier détail qui a toute son importance lui aussi, c'est l'accès à l'Apple CarPlay et puis à l'Android Auto de série. Concernant l'écran conducteur, vous le voyez ici, j'ai ma vitesse, j'ai l'autonomie, le pourcentage restant de la batterie et puis mon mode de conduite activé, ma récupération d'énergie en vigueur et puis surtout mon mode PRND pour ma vitesse. Ce qui est important selon moi, puisque je vous parlais de configuration et de personnalisation, lorsque j'appuie sur mon petit bouton de ma branche en haut à gauche sur mon volant, c'est là que je peux le personnaliser à ma guise, que ce soit sportif, classique, navigation. On a la possibilité de mettre plutôt les assistances à la conduite et à ce moment-là vous avez une vue virtuelle de votre véhicule, vous avez le mode off-road. Moi ce que je préfère c'est le mode classique et là encore vous pouvez le personnaliser puisque en touchant un petit peu la molette sur votre volant vous pouvez le régler encore une fois à votre guise et moi c'est la navigation qui m'intéresse, comme ça je l'ai ici sur mon écran pilote et puis aussi sur mon écran principal. Au-delà de ça, vous avez une autre possibilité sur cet écran 12,3 pouces, c'est de régler l'affichage tête haute et ça, je le trouve hyper efficace chez tous les véhicules de Mercedes. Pareil, que vous soyez en off-road, que vous préfériez un mode un peu plus standard ou encore l'affichage éco. Moi, je mets tout le temps le standard et vous le verrez puisqu'on vous le montrera sur d'autres plans. Vous avez même tout ce qui est relatif à la navigation. C'est particulièrement bien fait. Vous pouvez complètement configurer l'affichage tête haute. En somme, vous avez un écran principal et un écran pilote qui sont très efficaces, personnalisables, exactement sur la version berline. Et c'est ce que je préfère de très loin chez Mercedes. D'ailleurs, vous le voyez ici, on est à l'arrêt véhicule non opérationnel. On va allumer le véhicule pour que vous voyez un petit peu plus en détail. Hop, vous le voyez ici, j'ai le dernier panneau qu'il a pu lire et ici les icônes qui sont en place pour les aides à la conduite. Pareil ici pour le limiteur et le régulateur adaptatif de vitesse. Donc en somme, dès que je l'active, eh bien vous allez voir que ici, par exemple, il est activé. Là, je le limite à 20, à 40, à 50. Je peux encore le changer. Et ainsi de suite. Bon là, il faut forcément que je roule. Ici, l'assistant de maintien dans la voie. Et pareil pour les autres aides à la conduite. Concernant l'arrière, vous le voyez, ça n'a plus rien à voir avec sa version en berline, puisqu'on a ici 3,03 m d'empattement. Donc de l'espace pour les jambes, eh bien j'en ai totalement. Et puis au niveau de la hauteur, moi qui fais 1,80 m, il faut l'admettre, je suis difficilement séparé du haut de l'habitacle. Je pense que si on fait 1,85 m, voire plus, ça peut être un petit peu dérangeant. Cependant, vous le voyez avec la lumière, on a ce toit panoramique ouvrant qui est très agréable, séparé ici par une barre au milieu. En ce qui concerne la sellerie, eh bien on a toujours ce cuir, ici les fixations Isofix. Notez, on l'a précisé mais c'est important de le mentionner à nouveau, que les sièges sont tous rabattables individuellement. J'ai mes appuis-têtes qui sont réglables en hauteur. Et puis en ce qui concerne les matériaux, on a toujours ce mix de cuir. Et puis sur les contreportes d'Alcantara avec mes petites surpiqûres, un petit peu d'insert avec mes lumières d'ambiance, un petit peu de plastique laqué également. Et puis toujours accompagné par le système son Burmeister. Je termine avec le rangement puisque c'est aussi ça qui était assez pratique sur l'EQE. Alors les aumônières classiques, mais on a surtout cet accoudoir central que je tire avec ma petite lanière. Et ça, je trouve ça sympa, ouvrable dans un premier temps et même dans un second temps avec les portes gobelets. Et ici, on range son smartphone. Enfin, on trouvera au milieu la clim avec mes petites buses d'aération, la clim qui est réglable. Et si je me mets sur la place du milieu, écoutez, c'est assez confortable. Au niveau du dos, c'est pas trop dur non plus. Et puis, ce qui est pratique, c'est que puisqu'il n'y a pas de tunnel de servitude, eh bien, on peut quand même caler ses pieds. Donc, ça fait une 5e place qui est correcte. Ça fait pas une 5e vraie place, il faut l'admettre, mais ça reste convenable. Donc, si on résume au niveau des matériaux, on retrouve les mêmes qu'à l'avant. Le confort, il est aussi similaire. Le seul petit bémol, selon moi, c'est sur ce toit ouvrant panoramique. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus en arrière et qu'il soit un petit peu plus large également. Autre bémol que je commence à notifier de plus en plus, eh bien, c'est l'absence de poignée de maintien sur les côtés pour les passagers. Pour les parents, pas d'inquiétude, vous trouverez des fixations Isofix à l'arrière, sur les côtés gauche et les côtés droits. Écoutez, vous venez de voir tous les plans statiques, on vous a présenté le véhicule. Là, on est un petit peu plus tôt dans la matinée puisqu'il est 10h22. On récupère notre Mercedes EQE SUV et puis on est parti pour le tester un petit peu sur la route. D'abord dans un cycle urbain, freinage régénératif, comportement du véhicule et puis maniabilité. Et ensuite plus sur un cycle
routier pour voir ce que nous réserve ces 292 chevaux. Donc pour le moment, il fait un temps assez variable. La route est humide puisqu'il a beaucoup plu. Je vais allumer mon véhicule. Au niveau de la batterie, on récupère notre Mercedes EQE SUV avec 99% de batterie. Et vous le voyez, je vais sur mon écran principal. Ici, petit bouton EQE. Vous voyez 99, 380 km restants. Ce qui est sympathique, c'est que quand je vais dans l'autonomie, il me donne déjà quelques fonctionnalités. Si jamais je veux pouvoir pousser l'autonomie un petit peu plus loin, et ça, il faut bien noter que c'est en cycle mixte. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. On va aller au château de Dampierre. Alors, j'ai mon itinéraire qui s'affiche déjà sur mon écran principal. Je l'ai aussi réglé sur mon écran pilote. Et puis, je l'ai même en affichage tête et haute. Ça me ravit. On devrait arriver dans 34 minutes, 32 km. Et puis, 90%. Donc, on va utiliser normalement 9% de batterie. Je mets le drive et on est parti. J'ai activé la récupération d'énergie à 0. Il n'y a aucune récupération. Et on part dans notre beau bestiau de 2 tonnes 560. Comment ça tourne déjà? Ça tourne bien. Alors, première chose à noter, je trouve que ça tourne très bien. Il me semble qu'il y a un rayon de braquage qui est de 12 mètres, mur à mur. Alors, faut aussi voir les dimensions de notre Mercedes EQE SUV aujourd'hui. Là, vous voyez, je dois appuyer fort sur le frein. Là, j'ai appuyé fort sur le frein puisque je n'ai pas mis de récupération d'énergie. Mon affichage tête et haute, c'est ce que j'adore chez Mercedes. Il est hyper bien fait. Là, j'ai toutes les informations sur ma navigation, ma vitesse, les limitations de vitesse. Pour le moment, j'ai pas mis d'aide à la conduite, mais sur la route tout à l'heure, en cycle routier, quand elles seront activées, je serai prévenu. Là, j'ai même un petit peu de réalité augmentée sur mon écran principal. D'ailleurs, ça me fait penser, on a un avertisseur de limitation de vitesse. Et là, par exemple, je le coupe puisqu'il met des annonces sonores. Ça, je suis pas un grand fan. Pour le moment, on va rester en confort, en ville. Une fois que j'aurai activé le freinage régénératif, on partira sur de l'éco. Et puis en route, on se fera plaisir avec un mode sport. On repart et ça va être l'occasion de mettre un peu de freinage régénératif. On sent un tout petit peu de tension dans la pédale d'accélération. Vraiment léger. Et là, si je relâche, pas grand chose. Là, par exemple, hop, le feu passe au rouge. C'est un petit peu mieux. Moi, j'ai plus tendance à mettre beaucoup de freinage régénératif. D'ailleurs, sur le freinage, on a un freinage en 2 temps. 2 temps puisque d'une part, il va aller chercher le frein moteur en premier. Puis si jamais il y a besoin de plus, là, on va aller chercher le frein mécanique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est difficile de rater son chemin avec cette Mercedes. Déjà, puisqu'on a la réalité augmentée sur l'écran principal. En plus, il m'affiche la navigation en bas du display avec la réalité augmentée. Qui plus est, je l'ai sur mon écran pilote et je l'ai même en affichage tête haute. Donc c'est très difficile de pouvoir rater son chemin. En ville, c'est silencieux aussi. Je trouve que c'est bien insonorisé. Vraiment, c'est pas mal. On va vérifier aussi en cycle routier quand on va aller chercher du 100, 110, voire 130 km/h. Voir ce que ça donne. Mais là, c'est vraiment pas mal. Je vais changer le freinage régénératif. On va le passer en forte récupération. Ah, là, je retrouve les sensations que j'aime bien quand on roule en électrique. Ça change tout. Beaucoup plus de tension dans la pédale d'accélération. On a la sensation d'être tiré vers l'arrière. Tout ce que j'aime en électrique. Très sympa. Et là, je pense que le frein, on va plus du tout l'utiliser. La preuve, regardez, là, je suis à 38. On a un feu rouge. 30, 20, 19, 16, 9 km/h, 0. On est jusqu'à l'arrêt complet. Au feu rouge, on a un mode one pedal. C'est parfait. Pas de caméra d'angle mort. On a toujours notre caméra avant avec la réalité augmentée. Ça me rappelle complètement même BMW, avec ce qu'on avait sur notre X1 xDrive 30 il n'y a pas longtemps. Hyper pratique cette réalité augmentée. Maintenant, on va passer en récupération intelligente. Donc là, il n'y a personne devant moi. Pour rappel, il s'adapte aux distances de sécurité avec les véhicules qui sont en face. Il s'adapte un petit peu au trafic, puis il s'adapte à la vitesse. Dès qu'il s'active, j'ai 2 petites icônes vertes sur mon écran pilote et puis sur mon affichage tête haute avec un petit pied levé, histoire de dire le frein, il va s'activer tout seul. Et en effet, j'ai senti la pédale de frein sous mon pied qui descend toute seule. Donc c'est rigolo, ça fait un petit peu bizarre. Donc finalement, est-ce que ce freinage régénératif intelligent, est-ce que ce serait pas un peu les prémices de la conduite autonome en ville? Il nous manque juste un assistant de maintien dans la voie, ou même peut-être de changement de voie en ville, qui sait. Moi, je trouve que c'est déjà très efficace. Il n'y a pas besoin de plus, ça marche hyper bien et ça contribue au confort de conduite en ville. Attention à gauche. Mon avertisseur d'angle mort, il a vu qu'il y avait une voiture à gauche. Moi, j'ai mis mon clignotant et il m'a averti avec un signal sonore. Là, vous voyez, on est sur un axe à 110. Il détecte le véhicule qui est face à moi et il me remet un petit coup de freinage régénératif intelligent, plutôt pour m'abaisser à 105, 104 km/h. Je vous propose de passer à autre chose.
on va mettre le régulateur adaptatif de vitesse. Donc, je vais le plancher à 110 km/h. J'ai aussi mon changement de voie actif. Donc, si jamais je mets un petit coup de clignot, hop, il bascule. Si jamais il voit que je peux le faire surtout. Je suis plein d'informations sur les indications. Là, vraiment, c'est impossible de rater le changement de voie. Réalité augmentée. J'ai une indication schématique à droite de mon affichage tête haute. Je l'ai sur ma navigation de l'affichage tête haute. Et j'ai la même indication schématique sur mon écran pilote. Ah ouais. Dès qu'on met un peu de vitesse, sans récupération d'énergie, on est emporté par le poids quand même. On est obligé d'aller chercher le frein, même si le frein est en 2 temps. On sent aussi qu'il y a plus de frein moteur. Pourtant, on est surélevé. Donc le centre de gravité, il est un peu plus haut. Puis on est aussi sur une transmission intégrale, ça faut pas l'oublier. Allez, retour en cycle urbain. On teste le mode éco, puisque depuis tout à l'heure, on était en confort. Beaucoup plus de souplesse dans la pédale d'accélération. Je trouve pas que ce soit très faible. Ça reste confortable. Et d'ailleurs, ce mode éco, il n'est pas à négliger, puisque vous l'avez vu tout à l'heure lorsqu'on est parti. Parmi les conseils que nous donnait notre Mercedes pour pouvoir réduire un petit peu notre consommation d'électricité, il nous conseillait de passer en mode éco, et de mémoire, ça nous ferait gagner 50 ou 60 km de plus. Écoutez, là on s'apprête à rejoindre une route qui est très intéressante, qui s'appelle la route des 17 tournants, tout simplement puisqu'il y a 17 virages. Ça va nous permettre de tester un petit peu la sportivité, une nouvelle fois, de cette Mercedes EQE SUV. L'idée, c'est que je vais couper tout ce qui est freinage régénératif. Je vais pouvoir aussi mettre le mode sport et puis on va voir ce que ça donne. Je pense qu'avec le poids du véhicule, qui plus est c'est en descente, ça va être assez dynamique. Et puis dans un second temps, je vais remettre le freinage régénératif pour voir ce que ça donne. Tout d'abord, on était en confort, là je le passe en sport. Ma récupération, je la coupe, là j'ai plus rien. Donc, je sens là le véhicule il part avec l'énergie cinétique complètement. Je suis complètement libéré. On est sur une route qui est limitée à 50. On est parti et la descente, elle commence maintenant. Alors, je freine un peu. Déjà, le virage est très serré. Donc là, je viens chercher le frein. Pour le moment, j'ai que du frein moteur. Et là, je le sens. Là, on va chercher le frein mécanique. Hop, ça tourne bien. Faut savoir que la route, elle est toujours mouillée. Ici, puisqu'il a plu avant. Je retourne chercher le frein. Ça tourne bien là. Avec nos 4 roues motrices. Transmission intégrale. Ça tourne très bien. On se fait pas trop peur. Pas du tout même. Et là, on a un gros virage qui arrive. Je passe en forte récupération. On est reparti. Oh là, beaucoup plus sympa. Là, je vais même pas chercher le frein. Hyper agréable. Bien maniable. On va juste chercher la pédale d'accélération. On a un centre de gravité qui est un tout petit peu surélevé. C'est vrai. Mais bon, j'insiste beaucoup sur le poids du véhicule dans cette vidéo. Parce que vraiment, on sent qu'on est lourd. Ça, c'est certain. Écoutez, c'est déjà terminé. Elle s'en sort très bien. On sent qu'au niveau de la direction, c'est quand même plus ferme. On perd en souplesse. C'est pareil sur les suspensions. Là, on tanguait pas trop, sans que ce soit trop dur non plus. Non, franchement, c'était une bonne petite expérience. Là, c'est 17 tournants. Évidemment, là, on était avec une motorisation de 350. Donc, je pense que si on va chercher ce qui est un peu plus puissant, du 43 ou quoi que ce soit, ça risque d'être encore plus sympathique et puis plus sportif. Mais là, déjà, on peut se faire plaisir. On peut s'amuser un petit peu avec ces 292 chevaux. Et puis, surtout, on se fait pas peur. Ce qui est le plus important, malgré le poids de notre Mercedes EQE SUV. Vous avez désormais tout vu, ou presque, de cette Mercedes EQE SUV, que ce soit en long, en large ou en travers, en cycle urbain, en cycle routier. Je vous propose donc d'aborder ce qui nous a plu, les points positifs, ou encore les points négatifs, ce qui serait peut-être à améliorer pour une prochaine version. Dans un premier temps, je retrouve quelque chose qui m'avait beaucoup plu sur sa version berline, c'est la possibilité de personnaliser à sa guise cette Mercedes EQE SUV. Dans mon cas, il s'agit surtout de la navigation. Vous l'avez vu, je l'utilise sur l'écran principal, sur l'écran conducteur, l'affichage tête haute avec la réalité augmentée, etc. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez très bien mettre la puissance, votre vitesse ou encore toutes les aides à la conduite à disposition. Donc chacun fait comme il le veut et ça, c'est plutôt pratique. Dans un deuxième temps, vous l'avez vu, il s'agit du freinage régénératif. Tout d'abord avec la forte récupération qui permet d'avoir un mode one pedal hyper efficace qui va jusqu'à l'arrêt complet avec une forte intensité. Donc ça m'a beaucoup plu. Mais vous retrouverez aussi le freinage régénératif intelligent qui là aussi fonctionne très bien et permet d'avoir un vrai confort de conduite, notamment en ville. Dans un troisième temps, il s'agit d'un point positif, mais surtout d'une très bonne surprise. Vu le gabarit de cette EQE SUV, je ne m'attendais pas du tout à avoir une très bonne maniabilité. Ça passe plutôt partout, ça tourne très bien avec un bon rayon de braquage. On a un centre de gravité
visibilité qui n'est pas trop haut, malgré le gabarit rehaussé de ce SUV. Et puis surtout, on a des roues directrices à l'arrière, exactement comme on avait sur sa version berline. Donc à terme, on a des agréments de conduite qui sont top, et sincèrement, je m'y attendais pas trop. Mention spéciale aussi parmi ces points positifs qui est lié à notre configuration. On retrouvera une excellente qualité de finition, et puis aussi une multitude d'équipements qui fonctionnent très bien et qui facilitent la conduite, il est vrai. Malheureusement, il y a aussi des points négatifs au sein de cette EQE SUV, à commencer selon moi par le poids du véhicule. Sur cette configuration 350 4MATIC, donc 4 roues motrices avec 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, eh bien le véhicule il fait plus de 2 tonnes 500, et pourtant même en propulsion le véhicule fait 2 tonnes 440. Donc dans tous les cas on a un SUV qui est très lourd, et ça se sent lorsqu'on coupe le freinage régénératif. Attention à ça. Deuxième temps, il s'agit de la puissance de recharge en courant continu. Quel dommage de n'avoir que 170 kW maximum sur un véhicule qui coûte plus de 100 000 €, qui plus est avec une si grosse batterie, 90 kWh brut. Ce serait quand même plus pratique, comme on peut l'avoir sur certaines versions de l'EQS, d'avoir une puissance de recharge en courant continu quand même plus élevée, qui dépasse au moins les 200 kW. On vient d'en parler. Dans un troisième temps, il s'agit de la tarification. Si on observe des points noirs comme ceci, c'est quand même une somme importante. On parle d'un véhicule qui coûte plus de 100 000 €, donc qui n'est pas à la portée de tout le monde, ça c'est sûr. En conclusion, on a ici un pur produit Mercedes. On est donc sur un produit haut de gamme avec de très bons niveaux d'équipement, d'excellentes finitions, le confort à toute épreuve. Par contre, c'est plutôt sur la partie électrique, selon moi, que cela va pêcher. D'abord, une puissance de recharge maximum qui est planchée à 170 kW, c'est regrettable. Et puis, il est vrai, si on roule en électrique, on va chercher plutôt de la consommation optimale. Or là, on le voit, on est complètement au-dessus des 20 kWh au 100, ce qui est correct pour ce gabarit-là. Mais finalement, quand on roule en électrique, est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir un tel poids et un tel gabarit? Selon moi, je ne pense pas. En somme, on a un gros SUV qui est maniable, avec de bons agréments de conduite, qui fonctionne bien. Par contre, il est vrai, il faudra mettre la main à la poche, et ça c'est sûr. Écoutez, c'en est tout pour l'essai automobile de cette Mercedes EQE SUV. Pour le moment, la journée n'est pas terminée, donc le trajet non plus. On a réalisé un petit peu plus de 58 km pour une consommation moyenne de 27 kWh au 100. Mais comme je vous le dis, la journée n'est pas terminée. Alors je vous affiche à droite notre consommation moyenne sur la journée, et puis à gauche, au-dessus de moi, le kilométrage total réalisé aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cet essai automobile 100% électrique sur la chaîne de Biv. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette version SUV. Peut-être est-ce que vous préférez sa version berline. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, liker la vidéo, et puis surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains essais qu'on va réaliser sous peu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.